C'est vrai qu'à l'origine, lorsque le bureau de l'UPF avait décidé du thème de ces 45e assises, qui porte sur l'économie des médias, il avait cru bon le limiter aux pays en développement. Or, on s'est rendu compte, à l'occasion des débats, que c'est une problématique qui intéresse directement également les pays développés, les pays du Nord. On se rend compte avec ce qui se passe notamment en France avec la grève qui s'est déroulée à Itélé, que cette imprégnation des groupes financiers qui cherchent de plus en plus à influer sur les médias, c'est quelque chose qui touche directement la presse dans son ensemble, dans le monde entier. Mais on se rend bien compte que c'est un mouvement qui est inéluctable avec l'arrivée des nouvelles technologies. Et pas seulement des nouvelles technologies. Enfin, les technologies, ce n'est pas simplement un changement de support, mais c'est aussi une nouvelle façon d'écrire. C'est aussi une nouvelle façon de consommer l'information. Et donc, pour pouvoir pérenniser nos médias, il faut qu'on trouve des solutions qui permettent à la fois de se former, de s'adapter à ces nouvelles technologies, mais également d'éduquer nos lecteurs, nos éditeurs à mieux consommer et à savoir mieux utiliser ces nouvelles technologies tout en cherchant à garantir la pérennisation économique des entreprises, enfin des médias. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout média est d'abord une entreprise. Et c'est vrai, on est contraint par une nouvelle donne qui, quelque part, pour certains, nous laisse, pour certains sont perplexes, certains sont inquiets. Mais c'est un mouvement inéluctable. Donc, il ne nous reste pas d'autres ressources, comme dirait Che Guevara, que de nous décider à l'entreprendre et à nous investir complètement dans ces nouvelles technologies, bien entendu en gardant toujours à l'idée les meilleures solutions qui doivent être, qui ne sont pas universelles. Ce sont des solutions qui doivent être pragmatiques, de façon à ce que chacun, dans son secteur, dans son métier, dans son pays, puisse trouver des solutions pour rentabiliser à minima son entreprise. Je dirais plus qu'intéressant, c'est pas intéressant, c'est à la fois passionnant et en même temps inquiétant. Pourquoi inquiétant? Parce que, vous savez, on a mis à l'ordre du jour la question de l'économie des médias, de leur indépendance, et on constate qu'il y a une très très forte attente sur ces travaux de la part des gens qui s'expriment. Ça signifie qu'il y a un vrai danger qui pèse sur beaucoup de médias. Et ça, c'est dans tous les pays et au Nord aussi. Et ce danger doit être pris au sérieux. Alors on nous demande, à nous, UPF, d'être un peu ceux qui vont trouver des solutions. Mais ce n'est pas si simple. Évidemment, c'est dans la concertation, dans la réflexion que nous allons essayer de mettre en avant une plateforme revendicative, au fond, hein, pour le pluralisme, pour l'indépendance des médias, mais c'est absolument capital pour toutes nos sociétés. Donc on s'est concerté déjà avec le représentant de l'UNESCO, avec le représentant de Reporters sans frontières, avec celui de la Fédération internationale des journalistes. Nous allons essayer de proposer cette plateforme, évidemment pas immédiatement à la fin des assises, mais dans un avenir le plus rapproché possible. Nous avions préparé ces assises à peu près 6 mois. Et puis on espère que les sujets, les thèmes et l'organisation vont satisfaire les participants qui sont venus d'à peu près 46 pays. Et nous espérons également que les soirées organisées et qui sont aussi des rencontres culturelles entre les pays soient à la portée et à la hauteur des participants. Avec le nouveau code de la communication qui a été voté et promulgué récemment, nous sommes assez restreints. Diffuser ou publier des informations nous semble assez difficile parce que c'est vrai que le gouvernement a décidé la dépénalisation de la presse. Mais quand même, ils ont mis des articles qui ne sont pas du tout favorables à la liberté de la presse à Madagascar. Et c'est un risque pour nous. Je prendrai un exemple. Par exemple, si nous avons un dossier
concernant les responsables à Madagascar, nous pourrions pas les diffuser au risque d'être emprisonnés ou d'être sanctionnés. Et alors, la liberté d'expression à Madagascar est menacée. Et actuellement, nous sommes en lutte avec le gouvernement malgache pour amender ce code de la communication qui vient d'être promulgué. Et la tenue de ces assises à Madagascar, justement, vont nous aider à changer ce code et à réviser ce code qui n'est pas du tout favorable à la presse malgache. Il n'y a pas de développement économique, tout est lié. Il n'y a pas de développement économique sans liberté de la presse. Je crois qu'on a tendance à penser que dans un certain nombre d'endroits où la liberté n'est pas garantie, le développement de la presse peut être acquis. Le développement de la presse est acquis dans un endroit où nous avons de la liberté, où les journalistes peuvent enquêter dans des circonstances tout à fait normales, respecter les règles minimales du journalisme et ensuite diffuser. Pourquoi la langue française est importante? Parce que j'ai parlé de l'exemple de nos confrères qui travaillent par exemple dans les pays arabes. On s'est rendu compte qu'en 2014, l'OIF a organisé une rencontre à Beyrouth pour mettre en place un plan spécial en direction des journaux francophones dans les pays arabes. Et l'on s'est rendu compte que sur 950 publications à l'époque, en octobre 2014, il ne restait plus que 150 médias. Alors que lorsque vous connaissez l'histoire des médias dans les pays arabes, on se rend compte que depuis 1798, en Égypte par exemple, il y a des publications de langue française. Donc c'est pour ça que j'ai expliqué que la liberté de la presse, le développement économique ou en tout cas l'environnement économique et surtout le développement de la langue française est important pour ces médias-là. Écoutez, qu'aujourd'hui, les médias ont un rôle important dans le développement économique. Les médias qui jouissent de leur indépendance et de leur liberté. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où on a réussi en Tunisie la transition politique, puisque nous avons mis en place des institutions démocratiquement élues. Aujourd'hui, le grand défi qui s'oppose à la Tunisie, c'est de réussir si vous voulez, son démarrage économique, sa réussite économique et sociale. Et donc les médias, je pense, les médias peuvent jouer un rôle, peuvent contribuer justement à soutenir ou à bien sûr être vigilants et combattre bien sûr un des mots qui est le mieux partagé en Afrique, c'est la corruption. Donc des médias libres, pourquoi je dis des médias libres? Parce que les médias libres sont seuls et indépendants, sont seuls capables de combattre la corruption qui aujourd'hui gangrène nos économies en Tunisie et ailleurs. Donc pour ce rôle-là, je pense que les médias sont utiles, de même que pour appuyer bien sûr des politiques publiques qu'ils estiment bien sûr utiles pour le développement économique, pour abriter en tout cas être en mesure d'ouvrir les débats sur les grands sujets économiques. Aujourd'hui même les sujets économiques ont besoin d'être débattus au niveau des médias, donc convaincre l'opinion publique pour qu'ils puissent être mieux soutenus et avoir des chances de réussite plus tard. Donc on peut jouer un rôle d'aiguillant, on peut jouer un rôle, vigilant, et donc, mais ceci, bien sûr, conditionne qu'on jouisse d'un pays de droit, d'un pays qui respecte, bien sûr, les conditions minimum de démocratie et de liberté. Il y a des intérêts. Aujourd'hui, notre limite justement à la réforme économique, c'est qu'on a en face, bien sûr, une sorte de corporatisme qui aujourd'hui bloque les développements économiques. Et là, c'est là où on peut jouer un rôle très utile en tant que média, pas uniquement de la presse écrite, bien sûr, mais de tous les types de médias. Aujourd'hui, en alertant la population, l'opinion publique, en la sensibilisant justement contre la montée des corporatismes, pour prendre l'exemple tunisien, en la, si vous voulez, informant des dérives budgétaires et surtout des déficits budgétaires qui aujourd'hui entrave le développement économique, entrave l'investissement dans les régions, surtout les régions qui méritent d'avoir des investissements. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, vous avez raison, mais aussi derrière les hypocrisies, il y a des intérêts. Et c'est pour ça que je dis que les médias doivent être considérés comme services publics, même s'ils appartiennent à des privés. Et c'est pour ça que le rôle de l'État est fondamental. Écoutez, l'UPF, bien sûr, joue un rôle utile.
ne serait-ce qu'en organisant ces assises-là. Ça doit aller plus loin. Absolument. Aujourd'hui, au-delà de l'amitié, au-delà des principes qu'on partage, etc., des bons moments qu'on passe ensemble, elle doit aller beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, on peut critiquer auparavant que l'UPF ne s'est pas beaucoup investi pour la défense des libertés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dirais qu'en Tunisie, elle a très peu d'emprise jusqu'à maintenant, l'UPF, parce qu'on n'a pas senti l'UPF aujourd'hui comme organe, en tout cas comme institution qui peut soutenir la liberté d'expression, qui peut soutenir les médias. Et c'est là où on a plus besoin d'elle. Aujourd'hui, peut-être qu'on a moins besoin d'elle en Tunisie, mais on a besoin d'elle dans beaucoup de pays africains où les journalistes sont menacés, où les journalistes sont malmenés, où les médias suffoquent ou sont en prise avec des difficultés économiques. Donc je pense que c'est le grand défi de l'UPF aujourd'hui, c'est de pouvoir justement s'adapter et devenir une sorte, comme l'a dit notre confrère mauritanien, aujourd'hui on peut créer un lobby, on peut créer une force de frappe pour justement convaincre les organismes internationaux pour qu'ils agissent envers nos pays, pour qu'ils respectent la liberté d'expression. Il ne faut pas être ambigu. Ou vous êtes journaliste et vous appliquez les règles du métier, les règles telles qu'on les applique sur le plan international, ou vous cherchez à être journaliste politique. Ça aussi, ça existe. Il y en a qui font Sciences Po. Mais il y a l'ambiguïté dans la mesure où on ne sait pas s'ils font leur métier ou ils font la politique. C'est-à-dire la politique à la place des politiciens. J'ai dit tout à l'heure que moi-même j'étais à la retraite. On est parti me chercher parce qu'on a considéré qu'on avait affaire à une personne, à un citoyen qui avait fait un choix délibéré de pratiquer son métier, rien que son métier. Et cette expérience devait être quand même portée à la connaissance et au profit des jeunes générations. Mais il faut que l'UPF soit forte. Si elle veut être forte, il faut qu'elle soit professionnelle, parce que c'est une ONG. Si elle se jette dans le maquis de la politique, tout est foutu.